salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Mettez-les. Rencontre avec la photographe iconique Bettina Reims. Balade dans un Paris pour musiciens de tout âge. Focus sur la culotte petit bateau must-have de notre enfance. Relève avec pailla et ses ciments colorés qui dépayseront vos intérieurs. Mais tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Plus besoin de se lever à 6 h du matin pour écumer les antiquaires. Brocante Lab vous donne la possibilité de chiner depuis votre lit. Allez-y les yeux fermés car ces deux passionnés de mobilier ont monté un marketplace garantissant qualité et originalité. Entre mobilier art déco, tapis ethnique enfilade scandinave, c'est à Ikea qu'on dit bye bye. Exit le musée, on vous propose aujourd'hui une vraie toile dans laquelle se balader, la maison de Giverny où a vécu Monet. Passionnés par le jardinage autant que par les couleurs, ces jardins sont conçus comme de véritables œuvres. En hiver comme en été, Giverny nous donne l'occasion de découvrir les inspirations du maître. Envoyer une idée chouette pour la planète par semaine, c'est le concept sympa et désintéressé de Idécologie. Newsletter gratuite et plein d'idées faciles pour voir la vie en vert, de tips do-it-yourself et de trouvailles conso alternatives. Idéco nous simplifie la vie et tout ça rien que pour nos beaux yeux. Émilie Marc est cette artiste dont les bracelets nous fascinent. Confectionnés entièrement à la main, à partir de matériaux bruts et naturels, ils reflètent la recherche très singulière de leur conceptrice. Célébration d'un amour pour le bois et la nature dans un esprit singulièrement contemporain. Idéal pour traîner vos petits poignets dans les vernissages branchés. Version Française vous propose maintenant une plongée dans l'univers fantasque et féminin de la photographe Bettina Reims, notre invitée arty du jour. On l'a dit, provocante et insolente, Bettina Reims est surtout une femme libre. De la fin des années 70 à aujourd'hui, elle photographie des femmes, beaucoup de femmes. Mais aussi des personnes transgenres, des aveugles, des hommes. Toujours avec cette même maîtrise du corps, des couleurs, des ombres, cette justesse dans la distance entre le modèle et l'objectif. Il y a une recherche d'une image, d'une vision, d'un regard qui, chez Bettina, est très particulière parce qu'elle est à la fois formée par la culture classique et en même temps, elle regarde toujours 10 ou 20 ans en avant. Ces clichés interpellent, déstabilisent, fascinent ou rebutent, mais ne laissent personne indifférent. Quand j'ai commencé à faire mes photos, les gens disaient que je faisais un travail d'homme ou avaient du mal à comprendre pourquoi une femme photographiait les femmes de la manière dont je les photographiais. On attendait un peu de nous qu'on fasse de l'ouvrage de dame, en quelque sorte. L'écrivain et critique d'art Serge Bramly a partagé la vie photographique de Bettina Reims. Il est son plus grand complice sur ses séries les plus connues, de Chambre close à Inri, sans oublier l'épopée surréaliste qu'ils ont réalisée de concert en 2010 à travers un livre et un long métrage, Rose, c'est Paris. Ce qui était étonnant, c'est que moi je photographiais, que Serge filmait à côté de moi et que son film ne ressemble en rien à mes photographies. Et donc, ce sont deux visions de deux artistes sur le même sujet qui sont des visions très différentes. Bettina, d'une certaine façon, fait des autoportraits. Quoi qu'elle fasse, elle photographie des femmes, elle photographie parfois des hommes aussi. Et dans tous les cas, ce sont des autoportraits. Plus j'ai photographié des femmes et plus je me suis mieux connue moi-même et plus j'ai appris à m'aimer peut-être un peu plus. Mais un autoportrait... Non, je dirais pas que c'est un autoportrait. Commande, travaux personnels, séries, personnalités ou anonymes, Bettina Reims aborde toujours ces sujets avec la même obstination. Tout est dans sa tête, décor, lumière, costume. Vient ensuite le moment un peu magique où l'alchimie entre la photographe et son modèle se met en place. J'ai donc un tout petit moment, un très court laps de temps
pour qu'il se passe des choses très grandes. Il faut la voir travailler avec un modèle, elle le fait bouger, elle le dirige, on a l'impression qu'ils dansent le tango ensemble. C'est comme danser une espèce de danse à deux. Au début, les pas sont mal accordés. Petit à petit, le rythme s'installe, les pas se règlent, on s'entend, on s'accorde. Ce que j'aime, moi, dans la photographie, c'est ce moment où tout est juste, où la personne a été parfaitement préparée, où tout le dispositif a été mis en place. Et puis, il y a un moment où je donne un coup de pied dedans et où les choses se défont et se refont. On détruit la perfection de la chose. Et là, il se passe quelque chose de l'ordre du miracle. La seconde étape fondamentale de la naissance d'une photographie, c'est le tirage. Et chez Bettina Reims, on parle de tirages très grands, qui font en général jusqu'à 1,50 m de hauteur. Ils sont très très beaux les tirages. J'ai dans la tête exactement le rendu de l'image que je veux et c'est au tireur de l'interpréter et de me le rendre tel que je l'avais vu. Elle est parfaite. Les jambes sont revenues, il y a plus de modelé, on a perdu le côté trop jaune dans le haut du dos. Elle est parfaite. C'est des toutes petites subtilités. C'est un point de jaune près, un point de rouge près et tout bascule dans l'autre sens. Oui, le visage était un peu dense, on n'a pas la même lumière que l'autre jour. Hein. C'est pas du tout un procédé mécanique. Il y a des humains à tous les niveaux de cette chaîne qui contribuent à faire une image. Les tirages sont magnifiques aussi dans ce gros livre, sorti tout récemment chez l'éditeur Taschen. Il offre une compilation inédite de 1000 photographies, œuvres iconiques, clichés inconnus. Que l'on découvre cette artiste accomplie ou qu'on la suive depuis toujours, il y a de quoi en prendre plein les yeux. Bonjour Bettina Reims, merci de nous recevoir dans votre bureau, dans votre antre, dans votre studio, qui est assez incroyable. Merci, je suis ravie que vous soyez là. Bettina, vous avez dit un jour que du moment où vous avez pris en main une caméra, votre vie a pris du sens. Comment tout a commencé exactement? Ça a commencé d'abord quand j'étais très jeune, à l'école. J'avais découvert que quand je m'enfermais dans la chambre noire, on ne pouvait pas me déranger. J'étais tranquille. J'étais tranquille, j'allumais cette petite ampoule rouge et puis j'étais tranquille. Cette magie de la chambre noire. C'était cette magie de la chambre noire que j'aimais tellement. Et puis j'ai oublié la photographie. J'ai oublié parce que j'avais 20 ans, parce qu'à 20 ans, on a envie de rien sauf de faire la fête. Voilà. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a été très décisif dans ma vie, qui est Serge Bramly. Et qui est un romancier avec qui j'ai vécu un moment. Et il me disait sans arrêt, chacun a quelque chose pour soi, chacun doit trouver son chemin, et toi tu as quelque chose pour toi, il faut que tu le trouves. Et je me suis souvenue de cet appareil photo que j'aimais beaucoup, qui était une espèce de vieux Rolleiflex, et puis entre-temps je l'avais perdu. Et donc il m'a redonné un appareil photo. Et vous savez, à l'époque, on visait comme ça, c'était ces appareils, on visait sur le ventre. Ouais. Ça s'appelait un Rolleiflex et c'était carré. Et je me souviens avoir regardé dans ce carré pour la première fois et m'être dit, c'est bon, je suis à la maison, c'est ça que je vais faire. Il y a aussi une anecdote qui rappelle un peu ce que vous racontez avec Helmut Newton. Vous avez voulu faire du noir et blanc, il vous a dit non, il faut faire de la couleur. Oui, c'était une rencontre, c'était une des rencontres très très importantes de ma vie. Helmut, on s'est connus à travers le magazine Égoïste. Où j'avais publié mes premières photos. Et d'ailleurs, c'est avec Égoïste que ça a aussi commencé, quelque part. C'est avec Égoïste que ça a commencé. Mes premières photos sont publiées. Helmut est à l'époque le photographe vedette d'Égoïste. Et il demande, je voudrais rencontrer cette femme qui a fait ces photos. Et on s'est connus. Et il m'a pris sous son aile. Quand il était à Paris, on avait un rituel... Pas tous les deux, mais chez eux et avec d'autres amis. On dînait chez eux le jeudi.
Et moi, je venais un peu avant le dîner, j'apportais mes images et il les critiquait, il les commentait, souvent de manière un peu sévère. Il m'est arrivé de sortir de la rue de l'abbé de l'Épée en larmes, souvent. Et puis, de temps en temps, je me disais, j'y retournerai pas. Et puis, j'y retournais toujours. Et je ne me suis pas rendu compte à l'époque de l'influence, de l'incroyable privilège qui était celui d'être proche de quelqu'un comme lui. Paris pour, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, en quête d'un Paris mélomane. Paris rock, Paris danse, Paris chante, Paris swing. Et Paris qui bat la mesure, c'est parti. Pour commencer, direction le lieu parisien qui réjouira les mélomanes. La Cité de la Musique, au cœur du quartier de la Villette, est un immense complexe d'espaces dédiés à toutes les musiques. Au cœur de l'endroit, l'impressionnante salle de concert de la Philharmonie de Paris, conçue par Jean Nouvel, mais pas que. La vocation de la Philharmonie est de ne pas être qu'une salle de concert, et de montrer qu'il y a d'autres approches de la musique et que toutes ces approches se complètent. La médiathèque comblera votre soif documentaire, tandis que les espaces pédagogiques permettent une découverte musicale pour petits et grands. Le musée, quant à lui, offre une approche plus patrimoniale. Une collection de plus de 1000 instruments et objets permet de voyager à travers les époques. On a vu des clavecins et des guitares bien vintage, des flûtes à tête de monstre, un octobasse qui fait 2 fois notre taille, des instruments électroniques et des instruments d'autres pays. On a même touché la musique. Parmi les harpes, on a aussi écouté un artiste jouer de la flûte nez. L'idée, c'est qu'au fond, on puisse passer une journée entière à la Philharmonie et passer d'un concert à une visite d'une exposition ou du musée, à un atelier participatif. La vision générale de la Philharmonie, c'est d'offrir un accès à la musique à tous. Vous préférez rester sur votre canapé pour écouter de la musique ? Malgré sa mort annoncée, le disque n'a pas dit son dernier mot. Il suffit de se rendre dans le quartier des Batignolles chez All Access pour s'en rendre compte. Cette boutique a été lancée par Jacques Pellet, un passionné de musique à la trajectoire riche et mouvementée. Après avoir été galeriste, journaliste musical et manager d'artistes, il ouvre All Access il y a 5 ans, un lieu comme il en rêvait. Je me suis imaginé la boutique idéale qui n'existait pas, que je n'ai jamais trouvée. Cette boutique idéale, c'est celle d'un disquaire généraliste mais pointu qui s'intéresse à tous les styles. C'est aussi un concept store qui, en plus des disques, propose livres, photos, affiches, DVD. La musique se consomme de plein de façons différentes. Le concept est de réunir dans un seul et même lieu tout pour satisfaire un amateur de musique. Un amateur de musique pourra notamment profiter de l'auditorium, un lieu confortable et isolé où un matériel de qualité lui permettra d'écouter ses disques dans de bonnes conditions avant de l'acheter. Mais All Access est aussi un lieu de vie où les novices et les passionnés peuvent venir s'abreuver des conseils de Jacques. On pense aussi à la culture musicale des petits grâce à Rockabye Babies, des compiles de standards du rock revisités en berceuse. On continue dans le trip Kids Friendly. Notre dernier bon plan est aussi destiné à nos mélomanes en herbe. Qui a dit que les enfants n'écoutaient que des comptines vieillottes ou des tubes de Starlet Disney ? Stereo Kids est un concept lancé par de jeunes parents qui ont voulu proposer une alternative musicale à nos têtes blondes. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché parisien et on s'est dit qu'on allait créer un événement, un festival pour les enfants de musique, mais avec de la musique de grand. Cette musique de grand, c'est par exemple celle de Moodoid, Oxmo Puccino, Breakbot, le beatbot de Thèse ou le scratch de DJ Pon. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel assez large de musique actuelle que les parents aiment aujourd'hui. Et la musique des parents est adaptée aux enfants, au niveau des décibels comme au niveau du contenu, retravaillé à leur manière par les artistes. En plus de la musique, le festival propose de nombreuses activités. Dessin, initiation aux instruments, maquillage ou radio Stereo Kids. L'occasion d'éveiller des vocations de batteurs, de beatboxers, de DJ, de chroniqueurs musicaux ou simplement de passer un bon moment avec votre enfant. Tout à l'heure, on parlait de l'échange. Vous donnez quelque chose, vous recevez quelque chose en échange. C'est une histoire de confiance aussi. C'est beaucoup une histoire de confiance. C'est beaucoup une histoire de confiance. C'est comme un pacte. C'est un pacte qui est posé d'avance. Quand les gens franchissent cette porte, ou une porte,
ils savent, ils connaissent le nom du jeu. Et c'est un pacte que moi, je ne les trahirai pas, ils le savent, que je n'irai pas plus loin que là où ils veulent aller, ils le savent aussi. Bettina, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marquée? Il y en a plein. Marguerite Duras, rencontre formidable, plus d'une rencontre d'ailleurs, je la photographiais souvent. De temps en temps, elle m'appelait, elle me disait « Vous faites quelque chose cet après-midi ?» Je disais « Oui ou non ?» Elle me disait « Vous savez, je suis jolie aujourd'hui, vous pouvez venir me photographier ?» Et on passait des moments extraordinaires. Et puis Barbara, cette magnifique chanteuse qui était infiniment sauvage et timide et qui détestait être devant un appareil photo et que j'ai réussi à photographier souvent. Et même on était devenus amis. Et puis la fameuse séance avec Madonna, la séance incroyable avec Madonna. J'ai passé 8 heures ou 9 heures à photographier Madonna, c'était extraordinaire. Et alors on m'avait dit, tu vas voir, tu vas lui envoyer 30 ou 40 photos et tu as de la chance si elle t'en laisse 2 parce qu'elle est très sévère et très difficile et elle détruit tout. Et alors elle en a enlevé 2. Donc je me suis retrouvée avec toutes ces photos de Madonna qui m'ont accompagnée toujours et qui sont toujours là avec moi. Et je suis rentrée à Paris très émue parce que c'était une rencontre très forte. Et puis son assistante m'a téléphoné. Je venais d'arriver un samedi matin et il fallait que j'aille au marché pour nourrir mon fils. Il n'y avait rien à manger dans le frigidaire. Et son assistante appelle et me dit « Madonna voudrait vous parler. Est-ce que vous pouvez rester un petit peu là? Ne bougez pas, elle va vous appeler tout de suite. » C'était il y a 20 ans, j'attends encore. On va parler un tout petit peu de votre dernier livre, qui est une rétrospective, avec un carnet de bord qui est caché derrière le livre. Absolument, caché dessous. Caché dessous, oui. Ce carnet de bord que je trouve très intéressant. Je voulais que dans ce livre, il y ait à la fois des photos iconiques ou des séries plus connues et des séries que les gens qui connaissent mon travail ont déjà vues, mais qu'il y ait aussi des tas de surprises. C'est compliqué de faire un livre aussi gros dans lequel les gens ne s'ennuient pas. En général, on tourne 10 pages, 15 pages, et puis on se dit « oui, bon, ça va, je connais ». Et là, j'avais envie que ce soit autrement, qu'on passe d'une chose à l'autre, de la couleur au noir et blanc, des gens connus à des gens qui ne l'étaient pas. Nous, on a hâte de le découvrir, ce livre. Merci beaucoup, Bettina. Merci beaucoup. Retrouvez tout de suite la rubrique phare autour d'un objet mythique, mode, gourmand ou design. C'est notre focus. La culotte Petit Bateau est vieille de presque un siècle et pourtant elle ne prend pas une ride. Son secret ? C'est un univers joyeux et à la fois très exigeant. Carole Kaufmann est directrice du style de la marque. Son rôle, c'est d'apporter de la créativité dans notre époque, de laisser cette marque vivante et en maintenant à la fois ses racines. Petit Bateau, c'est aussi une histoire qui date d'il y a fort longtemps. L'historique de Petit Bateau, c'est le fondateur, Valton, qui est un bonnetier, travaille et crée le caleçon, va servir à l'armée pour pouvoir habiller les soldats pendant la guerre. À l'époque, il tricote de la laine et tout d'un coup, il n'y a plus la guerre et il y a de cette idée extraordinaire qui est la spontanéité aussi et le bon sens qui va apparaître. On dit « mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces caleçons ?» En 1918, et en rentrant chez lui, avec sa femme qui chante une comptine à ses enfants, « Maman, les petits bateaux », ont-ils des jambes? Il a l'idée de couper les jambes du caleçon, et là naît la culotte. Son univers, c'est la bêtise et la légèreté, mais pas seulement. Il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est l'enfance, l'innocence, la douceur, la qualité. La culotte Petit Bateau, c'est que pour les enfants? La culotte, ça commence quand on est petit et c'est un doudou quand on est grand. C'est une Madeleine de Proust. La marque française aux 1000 rayures et à l'esprit espiègle a su se positionner et évoluer dans le temps et dans le monde des sous-vêtements. Aujourd'hui, elle a plusieurs classiques dans son vestiaire, elle enchaîne les collaborations, elle soutient la jeune création et elle continue de fabriquer en France.
Direction les ateliers de production à Troyes, berceau du tricot et d'un savoir-faire français marqué par l'histoire. Alors le bâtiment que vous avez là, c'est le bâtiment historique de Petit Bateau, c'est la chaufferie et c'est ce qu'on appelle le bâtiment Saint-Joseph, de l'usine Saint-Joseph. À peine franchi les portes du bâtiment, on a déjà bien les pieds dans l'eau. Embarquement immédiat sur le navire Petit Bateau et les secrets de fabrication de la petite culotte. Nous sommes au laboratoire. Chaque lot de fil qui nous est livré est contrôlé systématiquement pour vérifier si la grosseur du fil est bien conforme, s'il y a des grosseurs, des finesses, s'il y a des fibres étrangères autres que le coton, la pilosité et vérifier qu'il est bien conforme à notre cahier des charges. Donc nous rentrons ici dans la zone de tricotage, l'atelier tricotage, où tous les fils qui ont été préalablement contrôlés vont être utilisés et tricotés. Nous sommes maintenant à la sortie du tricotage. Nous sommes dans la zone, ce qu'on appelle déroulage contrôle qualité. C'est une visiteuse qui nous permet de contrôler le tissu sur les deux faces. Nous sommes ici devant la rame. En fait, qu'est-ce qu'une rame? C'est une repasseuse industrielle à la continue. On a un appareil qui met bien les rayures droites et ensuite on a le repassage industriel. Et on va broder le logo Petit Bateau qu'on va retrouver sur les petites culottes également. Je vais vous présenter Sylvaine, notre directrice de la confection. Donc elle va nous emmener voir la coupe, le colletage et un groupe où on monte des petites culottes. Avec plus de 3 millions de culottes fabriquées par an, la maison française a su rester à flot tout en conservant son héritage. De quoi rendre fier le bon roi Dagobert qui n'arrêtait pas de mettre la sienne à l'envers. La relève du jour, c'est Bahia, l'histoire de deux créateurs de carreaux de ciment, géométriques et graphiques, entre Paris et le Maroc. C'est en voyageant que Caroline Langlois a eu l'idée de créer la maison Bahia fin 2014. Bahia, c'est une maison d'importation de carreaux de ciment nichée au pied de Montmartre. Caroline nous fait la visite. Bienvenue dans les bureaux de Bahia à Montmartre. Je vous présente Moustapha, marocain qui vient fraîchement de débarquer à Paris après nous avoir énormément aidé sur ce projet. Bahia habille des particuliers, mais aussi des boutiques, des hôtels, des restaurants. Entre motifs graphiques qui s'adaptent aux intérieurs urbains et d'autres plus orientaux, pour une allure bohème, ces carreaux s'adaptent à différents styles d'intérieur. Les carreaux de ciment, c'est un vieux matériau qui a été inventé au 19e siècle en France, dont la technique a été exportée dans les colonies, et notamment au Maroc, qui aujourd'hui est le premier producteur au monde. Je suis tombée amoureuse de cette technique et j'ai compris très vite que c'était un moyen assez facile de pouvoir s'exprimer et de pouvoir jouer la créativité à la fois dans une aspiration parfois orientale ou de créer des choses beaucoup plus contemporaines. La maison Bahia, c'est un vrai mix de cultures. Les carreaux sont pensés et dessinés dans l'atelier de Caroline à Paris, avec une inspiration contemporaine et urbaine. La fabrication se fait au Maroc avec des artisans locaux. C'est un champ d'expression qui est très large, que ce soit des courbes, des choses plus rectilignes. On peut vraiment s'amuser à imaginer toutes sortes de motifs. Alors ce motif vert, on l'a intitulé Marrakech. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment né d'un séjour à Marrakech au printemps, où Marrakech était encore assez verdoyant. Et on a voulu retranscrire à la fois cette caractéristique propre à l'architecture marocaine, qui est le zélige, qu'on retrouve notamment dans la Médersa, au Palais Bahia par exemple, mais qu'on a voulu simplifier et moderniser avec des petits éléments ludiques tels que ces étoiles. Maison Bahia propose plus de 150 motifs et 72 couleurs. Et si vous vous sentez l'âme créatrice, vous pouvez aussi composer vos propres carreaux. Mais alors Caroline, elles te viennent d'où toutes ces idées? Donc ça, c'est mon nuancier en fait. C'est vraiment la base des couleurs sur lesquelles je travaille. Donc là, par exemple, j'ai pris un aubergine et ça va m'aider à voir, j'ai envie de l'associer à un vert. Est-ce que je pars sur quelque chose de doux, au contraire plus contrasté? Vraiment, c'est un espèce de puzzle qui m'aide énormément à construire les motifs et à décider du nombre de couleurs qu'on va utiliser par motif pour un effet soit très sobre, soit très doux, ou au contraire plus audacieux. L'inspiration de Caroline, c'est aussi Paris.
Ce que je puisse dans Paris, c'est vraiment ce chic intemporel, cette élégance qu'on retrouve dans des lignes assez sobres, assez rectilignes et des couleurs assez nuancées, mais beaucoup dans des teintes de gris, de beige, que je vais chercher en fait à vitaminer, à redynamiser avec les couleurs que je ressens, que je vois beaucoup plus au Maroc. Allons faire un tour chez Obladi, dernier né des coffee shops parisiens qui vient tout juste d'ouvrir et habillé par Maison Baya. L'idée vraiment de ce coffee shop, ça a été de recréer une ambiance un peu balnéaire, un peu méditerranéenne. Donc on a travaillé notamment à partir de notre outil de simulation qui permet sur le site internet à n'importe quel internaute de combiner nos motifs à notre palette de 72 couleurs. Et on est arrivé à ce résultat, donc qui combine le motif Casbah, qui ici est combiné à une couleur turquoise, qui donne un côté assez audacieux à ce carreau, qui donne vraiment du caractère à ce café. Il a notamment été beaucoup repris dans toutes les photos qu'on peut trouver sur Instagram sur le café. Alors on l'a compris, Maison Baya, c'est avant tout une histoire d'amour entre Paris et le Maroc. Et ce sont de superbes carreaux qui donnent des envies de déco et de voyage. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!